On est arrivé sur le site du Château Mosso, un site sur lequel on était déjà passé une fois, sauf qu'en fait on pensait qu'il n'était pas abandonné, mais en fait a priori si, il le serait. Et du coup aujourd'hui on va aller faire un petit tour, aller visiter un petit peu le château. Oh, wesh. Avant de vous faire visiter le château Mosso, comme il est surnommé, nous allons retracer un petit peu son passé et son histoire. Faut savoir que celui-ci est composé de deux bâtiments. On va retrouver dans un premier temps, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, le château Mosso, qui daterait du XIIIe siècle, et il est composé d'une seconde partie, qui sont les communs, le corps de ferme et l'orangerie, qui eux dateraient du XVe siècle. Dans cette vidéo, on vous parlera et on montrera uniquement le château Mosso. Les communs ainsi que le corps de ferme et l'orangerie seront l'objet d'une prochaine vidéo. Le bâtiment le plus ancien du domaine conservé jusqu'à nos jours est la porte jaune, construite vraisemblablement au Moyen-Âge. C'est alors l'entrée principale du domaine, devenant la route le reliant à la ville voisine. En août 1594, Jean Bourdin, seigneur de Médan, et son frère, Jacques de Morogue, propriétaire du domaine, le cédèrent à Adam Chevrier. Quelques années plus tard, Adam Chevrier dispose d'un terrain suffisant pour y bâtir un château. La construction est donc achevée en septembre 1598. Adam Chevrier, qui décédera en juin 1624, laissera à sa femme, Renée de Boquemar, 6 enfants, 2 filles, qui seront toutes deux religieuses, et 4 fils, dont seul Pierre jouera un rôle important et restera dans l'histoire sous le nom de baron de Foincamp. Il mènera au Québec des missions humanitaires et évangéliques, et y investira une partie de la fortune de son père. Il fondera en 1630 une congrégation de religieuses hospitalières sous le patronage de Saint-Joseph, puis il crée en 1639 la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Ce n'est que vers 1659 qu'il sera ordonné prêtre. Le château Mosso, après le décès d'Adam Chevrier, appartiendra à un autre de ses fils, André. Il y vivra célibataire et y reçoit sa mère et ses frères. Ayant mené une existence de bohème, criblé de dettes, il vendra le château en octobre 1643 pour 53 000 livres, dont 18 000 dus à ses créanciers. Celui-ci décédera en novembre 1653, quelques jours avant sa mère, dans un petit appartement de 2 pièces loué dans une maison située sur Paris. Le domaine passera alors de main en main jusqu'à appartenir à la famille Le Boulanger, dont Armand Louis, qui deviendra officier aux gardes françaises. Celui-ci effectuera un grand inventaire du château en 1784, document conservé actuellement aux archives départementales. Armand Louis décédera en 1825 sans descendance. Le domaine sera ensuite vendu comme bien d'émigré par adjudication le 25 août 1796. Le nouveau propriétaire est le citoyen Nicolas Doyen. Ce domaine devient une résidence secondaire ou seulement une exploitation forestière. Le propriétaire suivant, le citoyen Coqueral, continuera à laisser le château tomber en ruine. En l'an 1801, suite à une saisie immobilière, le domaine est vendu au général de la division François-Philippe de la Tour de Foissac. Il y est en résidence forcée, sous la surveillance de la police d'État, suite à sa destitution par Bonaparte après la prise par les armées autrichiennes de la ville de Mantoue, dont il était gouverneur. Réhabilité ensuite par le premier consul, le général laisse le domaine à ses 2 fils. L'aîné Henri, général de division, commande la division de cavalerie de la garde en 1830. Et le cadet, Victor, est colonel des cuirassiers de la Reine. Le général François-Philippe décédera au sein du domaine en février 1804, quelques mois après sa femme. Le général et ses fils auront dépensé d'énormes sommes pour rétablir tous les bâtiments, le parc et les murs de clôture. Ils reconstruiront notamment la chapelle, qu'on peut voir aujourd'hui, détruite en partie pendant la Révolution, conservant ses ouvertures romanes. Elles s'ornent d'un fronton et d'une toiture dans le style directoire de l'époque. En 1842, Victor de la Tour de Foissac demande l'entière possession du terrain. Celui-ci leur sera accordé. C'est ensuite au petit-fils du baron Victor de la Tour de Foissac, le colonel Victor de Courcial de La Suchette, que le domaine appartiendra. En 1878, il proposera de donner à la commune un terrain de 13 arts, proche de l'église, et une somme de 6 000 francs pour y construire un presbytère. Le conseil municipal rejettera la donation. La photo que vous voyez à présent est issue d'un album de famille de La Suchette, nous présentant plusieurs de ses membres en 1894.
La photo suivante est une photo de cabriolet ayant été prise lors d'attente d'une sortie du château ou à l'arrivée de visiteurs. Après le décès de Victor du Courcial de La Suchette en 1933, son fils, Charles, chef d'escadron, devint propriétaire du domaine. Il était en 1905, après la séparation de l'Église et de l'État, le président du conseil de la fabrique. Il a notamment participé à la guerre de 14-18 au 9e régiment de dragons d'Épernay, où il s'est engagé pour 4 ans en 1913. Il mourra à 91 ans en juin 1977. 2 ans plus tôt, Claude Chabrol choisit le domaine pour y tourner quelques scènes de son film Folie bourgeoise. Suite à cela, le domaine sera de nouveau abandonné. Pour les 4 filles de Charles du Courcial de La Suchette, l'entretien du domaine demande des ressources financières qu'elles ne possèdent pas. Bien que l'époux de l'aîné, Monsieur Lebaudy, soit issu d'une famille qui a fait fortune dans le raffinage du sucre, le domaine est vendu à une société d'ingénierie exportant des matériels hospitaliers dans les pays arabes. Son projet d'y installer son siège ne sera pas réalisé. Après sa faillite en 1985 sans avoir payé son acquisition, le domaine est de nouveau mis en vente après une dizaine d'années d'abandon. Le domaine sera ensuite racheté par un citoyen allemand descendant d'une famille de petite noblesse de Flandre française. Après le défrichage du parc, mais avant la restauration du château et la transformation de ses dépendances, le domaine est ponctuellement le cadre de diverses manifestations. Un tableau de l'artiste peintre Fordan nous restitue le château à cette époque. Le citoyen allemand propriétaire du domaine à ce moment-là va démarrer quelque peu la rénovation du domaine. En 1988, il rachète l'ancien potager qu'EDF avait acquis en 1964 pour y construire des logements. Il va y construire 9 hôtels particuliers, mais leur commercialisation ne rencontrera pas le succès espéré, ils seront pour la plupart loués et meublés. Le corps de ferme ainsi que les communs, l'orangerie et le garage de calèche deviendront un club. Un hôtel-restaurant avec salle de réunion et piscine intérieure y accueille notamment des entreprises pour leurs séminaires. Le château sera restauré extérieurement et intérieurement à partir de 1989 avec le souci de le remettre en conformité avec son état d'origine. Le château conserve l'ensemble de ses pièces d'apparat. Il comporte en outre 4 appartements et 15 chambres d'hôtes habitées ou exploitées par le propriétaire. On va maintenant parler un petit peu de la chapelle. La chapelle est également restaurée et une crypte y est construite en 1990-91 dans l'objectif d'y donner une sépulture aux membres des 2 dernières familles du domaine, de la Tour de Foissac, du Courcial de La Suchette et Elder van Grave, la famille du citoyen allemand possédant le domaine. Les 13 cercueils, qui avaient été entassés dans une petite réduit sous la chapelle de 1851 à 1933, sont dorénavant placés chacun dans une alvéole du côté gauche de la crypte. Pour symboliser cette double appartenance, les 2 nouveaux vitraux, réalisés par un célèbre maître verrier, portent l'un le blason de la Tour de Foissac et l'autre celui des Elder van Grave. Le parc aura repris son magnifique aspect d'autrefois, mais celui-ci aura malheureusement été victime de la tempête de fin décembre 1999. 75 gros arbres, dont 2 tulipiers d'une hauteur de 50 à 60 mètres, seront alors tombés. Qu'adviendra-t-il du domaine ? En 2004, les propriétaires doivent céder le domaine ainsi que les sociétés qui l'exploitent à leurs créanciers américains. Celui-ci le met bientôt en vente. Une nouvelle page devrait s'ouvrir pour le domaine. On fait la chapelle en premier, vraiment. Elle est où ? Elle est un tout petit peu plus loin. Bon bah allons à la chapelle. Voilà, la chapelle. Donc, 13 personnes enterrées sous la chapelle. en fait, il y a 2 familles différentes. Par contre, il y a une bougie. T'entends ? Mais- Je pense que c'est une électrique, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Il y a quelqu'un ? Non, c'est pas une électrique. C'est pas une électrique, on va la Bon alors là en fait il y a une entrée pour rentrer dans la crypte, une espèce de trappe. Du coup on va aller jeter un coup d'œil là-bas. Oh putain. Les escaliers sont en bas. Putain, ça descend encore. Oh, c'est les tombeaux. Non, c'est bon. Regarde, sans déconner. Oh putain. Oh. Elle est ici ? Regarde là, c'est un cadavre. Les os et tout. Il y a un corps Alexis. Il y a un corps. Si. Bon, en entrant dans la crypte,
on s'attendait pas à tomber nez à nez avec un cercueil éventré. On n'a aucune explication de la raison pour laquelle le cercueil est ouvert, peut-être celui-ci a-t-il été pillé, ce qui est fort probable étant donné que les personnes étaient à l'époque enterrées avec des objets de valeur. Ce qui est sûr, c'est que la chapelle est probablement encore fréquentée, ou du moins elle a été visitée assez récemment, étant donné qu'on a trouvé un cierge toujours allumé. En tout cas, afin de respecter la mémoire du défunt, nous allons flouter les images ainsi que les noms sur les pierres tombales. Tout ce qu'on va pouvoir vous dire sur le défunt, c'est que celui-ci faisait partie des familles ayant habité dans le château, et était une personne importante au sein du corps de l'armée. On va maintenant vous laisser visionner les images prises à l'intérieur de la crypte. C'est vraiment chaud. Hein. Ouais, non, c'est chaud par contre. C'est les 13 mois ici, c'est... Je me sens vraiment mal. Il y a des corps. Hein? Il y a des corps. Si. Non, c'est pas tu vois que c'est pas une blague. Hein. Je me sens vraiment pas bien. Il y a le corps. T'as les noms et tout. C'était des personnes importantes, un colonel de cavalerie. Non, ça je ne pas sur ça. Vous ne le verrez pas à la vidéo parce qu'il y avait un corps en fait, enfin il y avait des ossements à l'intérieur encore. Et pour le respect du défunt, on ne montrera pas. Mais bon là du coup, on vient juste de sortir de la chapelle. On a été un peu perturbé par ce qu'on a vu, je vous le cache pas. Du coup là on va aller faire un tour dans le château. T'as des gens qui ont écrit des trucs dégueux sur le mur et tout. En fait c'est... Comment la rénovation a été arrêtée? Voilà, il est petit, il est petit. Ouais, c'est ça en fait, les douches sont neuves. Mais le reste, c'est comme si tu vois, ça avait été complètement dégradé, tu vois. Du coup, était laissé tomber, enfin ça se voit, t'as toutes les zones d'araignées qui ont repris leur... qui suivent, qui longent les câbles, qui sont censés être neufs. C'est ça qui est vraiment super étrange en fait. C'est vraiment tout un neuf, mais en fait, ça a été laissé tomber, tu vois. Ouais, c'est joli. Oh, le ski. Là, du coup, on va passer dans la pièce principale en fait du château. T'as vu, il y a une toile. Oh, putain, c'est magnifique ici. T'as vu la coquille Saint-Jacques là? Encore Saint-Jacques de Compostelle, ouais. Et je crois qu'il y a un tableau qui représente le château. Regardez. Une vieille reproduction du château. Un vieux tableau, t'as vu, la photo elle a jauni. Tellement que ça fait un tunnel que voilà, vieille reproduction du château de l'époque. T'as vu, l'extérieur il a quand même été super bien rénové. Ouais, il est super fini. Vous avez vu, il y a plein de télé cathodiques là. Ouais, de France, et le mobilier il est vachement clean. Ouais, c'est clair. Et le château, on va voir Alexis.
Et les murs avec les boiseries là, c'est super joli. Là du coup, maintenant on va passer à l'étage supérieur. En fait, il y a combien d'étages? Il y a 4 étages, on m'a dit 3. Oh, il y a ça. Genre, littéralement, c'est. Peut-être regarder ça. C'est une porte de coffre-fort qui a des rouleaux de mur. Oui, vas-y, Alexis, ouvre. Ouvre. C'est ça, c'est bon, ça. T'as vu la taille de la porte? Regardez ça. C'est hallucinant, l'épaisseur. Avec tout le mécanisme qu'on a derrière, donc caché ça. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui cachait là-dedans? Là, on vient de réussir à ouvrir une petite porte. Et regardez, on voit les super boiseries extrêmement bien conservées. C'est vraiment fou. C'est sûr. Tu peux le rester là? Ouais. Petite coquille Saint-Jacques encore là. C'est un film, dans les châteaux de cette époque-là, c'est un film qu'on retrouve absolument partout. Comme dans la vidéo du Grand Château, je vous invite à... C'est bon? On retrouve encore la coquille Saint-Jacques comme dans la vidéo du Grand Château, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Où j'explique un petit peu aussi ce que ça signifie. On va passer du coup dans la seconde partie du premier étage. Ouais, tu sens que c'est un petit peu... Ouais, putain, trop bizarre la cheminée. Ah, il y a une chaîne. T'as vu? Ah, il y a le bateau. T'as vu la cheminée? Regarde, elle est trop bizarre. T'as le foyer, mais t'as pas le conduit de cheminée qui est vraiment assez du truc. Ils ont fait une fenêtre à la place. Ouais, ils ont pété comme le cheminée, ils ont fait une fenêtre. Et du coup, on a là. Oh putain, si, bah si, en fait, il y a vitré. Regardez ça. Donc là, c'est la tour du donjon, en fait, enfin la tour ronde, du coup, à l'extrémité du château. Et on voit super vitré ici. Alors maintenant, vous avez vu le travail qui a été fait sur le mur avec le marbre là. C'est dur. Bah, Oui, c'est je pense que ça va être un truc, je crois. Très bien vu, il y a des moisissures quand même. Parce qu'on est très développé depuis un petit mois. Et là, on retrouve des vieux escaliers en bois. C'est ouf. C'est super. Du coup, là, on va passer au second étage. Et après, il y a normalement un grenier qu'on ira voir aussi, évidemment. Et c'est marrant parce que si tu vois, c'est vachement mieux insonorisé, c'est plus calme, j'ai l'impression. Il y a beaucoup moins de pollution sonore. On va aller faire un tour tout en haut. Et l'isolant en haut, il est tout neuf. Vous allez pouvoir le voir, en haut, c'est vraiment... L'isolant est absolument tout neuf. Et il n'y a pas grand chose de plus, hein, mais en principe, là, on est sous les combles en fait. Vous voyez? Mais bon, ça a été cassé comme d'habitude par des gens mal intentionnés, une fois plus. Il n'y a rien de plus. Là, du coup, on va redescendre tranquille, puis on va aller faire l'autre partie du château. Ouais, là, du coup, c'est un autre escalier pour aller directement. C'est la salle du jeu. Oui, c'est dans une salle de jeu d'enfant. Regardez, le petit nounours. On voit tout le champagne là. Ça sent le... Faut pas savoir, mais ça sent vraiment le vieux bois. C'est super agréable. Pas encore un cadavre. La cloche, elle est là-haut. Putain. La cloche, Oui, il y a le clocher là. Parce que du coup, d'extérieur là, vous avez pu le voir sur les images qu'on vous a montrées juste avant. Il y a comme un petit clocher en fait. Attends, je check. Et là, du coup, c'est. Elle doit être juste au-dessus de nous. On peut y aller.
Regardez la cloche qui était là. Bravo. La cloche est plus là. La cloche elle est plus là. Et là vous voyez, on a une vue de haut sur tout le domaine. Une vue à 360 degrés littéralement. C'est absolument incroyable.